ce livre qui Et oui, est c'est pas excellent. Guillaume Moda qui le Non, 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 vous savez ce que c'est. Guillaume J'ai les lunettes, je ne vois plus rien. Le monde à pile ou face. On va en parler dans un instant et on vous a fait rentrer maintenant parce que, alors, on parle de la Russie et de l'Ukraine, donc vous aurez sans doute des choses à dire. L'Ukraine qui est bien sûr encore à la une ce matin, Guillaume, un dossier qui joue, on peut le dire, aux montagnes russes. Oui, bon, elle est facile. Avant de parler des avoirs russes gelés à Bruxelles et de la tentative de hold-up des États-Unis, je crois qu'on peut parler comme ça vers l'Europe, on commencera par rembobiner le fil des événements. Ça bouge très vite depuis le début de la semaine. Guillaume, racontez-nous. Oui, ça bouge très vite, on rembobine. Bon, ce qu'on retiendra, c'est qu'une fois de plus, c'est Donald Trump qui est à l'initiative. C'est lui qui impose son plan de paix en 28 points. Enfin, son plan. Oui, alors son plan. Alors évidemment, il a été dicté par le Kremlin, mais ça, j'allais y venir. Ouais. Assez rapidement. En tout cas, certains points, c'est explicite. 28 points devenus 19 points parce que ce plan, il a été retravaillé en toute urgence à la fois par les Européens et les Ukrainiens. Texte plus conforme aux intérêts ukrainiens et aux nôtres par extension, souveraineté ukrainienne dans les territoires non occupés par la Russie, une armée ukrainienne un minimum robuste et non pas désossée, et puis de solides garanties de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, où ça en Ukraine ou autour, tout ça va faire l'objet d'âpres négociations. Ça, c'est pour l'aspect technique. Il y a l'aspect moral qui me semble être véritablement non négociable. Il y a ces crimes de guerre et cette amnistie qui est proposée, évidemment sous la dictée de qui ? Du Kremlin. Ça voudrait dire qu'on oublie Boutcha, ça voudrait dire qu'on oublie les viols, c'est absolument non négociable. Et puis, quid des 20 000, 30 000 enfants déportés ? Là aussi, le point 24 qui fait référence, là encore une fois sous la dictée du Kremlin, fait référence à un programme de réunification familiale. C'est totalement inacceptable. Alors, dernier épisode, c'est Steve Witkoff, dont on peut parler, l'émissaire de Trump, qui se rend maintenant à Moscou. Énième épisode. On va en parler de Steve Witkoff, mais on écoute le président Trump sur son sujet. Il parle avec la Russie en ce moment. Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared Kushner. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent. Et ils vont rencontrer le président Poutine la semaine prochaine à Moscou, je crois. C'est assez fou, Nicolas, qu'il y ait un émissaire spécial de... Natacha, n'importe quoi. va Non, bien. mais vraiment, je vais très bien ce matin. N'importe quoi. Alors là, franchement, non, c'est dingue qu'il envoie un émissaire auprès du président Poutine ou non, finalement, c'est logique. Et surtout cet émissaire-là, parce qu'on va le voir dans la galaxie des gens qui font de la géopolitique avec lui. Il y a Witkoff, mais il y a aussi Marco Rubio. Vous nous expliquez un peu ça, Natacha ? Je sais pas. Natacha. C'est parce qu'on va parler de vin, peut-être. Oui. Ça doit être ça. Bon, donc il envoie Steve Witkoff, c'est assez logique étant donné les discussions qui se sont passées jusqu'à présent et en effet étant donné la position de Donald Trump qui veut absolument obtenir cet accord de paix et qui, pour ça, en effet, essaye d'amadouer la partie russe. Parce que je rejoins totalement Guillaume Moda sur le fait que les conditions qui sont faites sont assez insupportables. Le problème est que Vladimir Poutine est dans une position où il considère qu'il a le temps. Et donc, il se met dans un rapport de force où Donald Trump est obligé, s'il veut l'attirer vers un accord de paix à tout prix, Donald Trump est demandeur. Donc Vladimir Poutine attend. C'est le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que sur le terrain, l'Ukraine est fragilisée et recule. Les Européens s'agitent, font des phrases pour expliquer que c'est affreux, que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, etc. Mais les Européens ne sont pas en position parce qu'ils se sont mis dans la situation de ne pas être en position, en fait, puisqu'ils dépendent totalement du bon vouloir des États-Unis dans la mesure où ils ne produisent pas assez d'armes. Ils ne pèsent pas face à la Russie et aux États-Unis. Et Donald Trump, lui, l'Ukraine, ça lui est totalement égal. Ce qu'il veut, c'est avant tout y gagner dans cette guerre, et il y gagne beaucoup. Il vend des armes aux Européens qui les donnent aux Ukrainiens. Il vend des armes aux Ukrainiens qui les achètent avec l'argent européen. Il va obtenir des terres rares et il espère, on va en parler, mettre la main sur les avoirs russes. C'est tout bénéfice. Les Européens, eux, ne pèsent rien là-dedans, donc ils parlent. Oui, parce que cerise sur la dinde, puisque c'est Thanksgiving aujourd'hui, Guillaume, ou ce soir, ou demain, les Américains tentent de mettre la main sur les avoirs russes gelés en Europe.
Voilà, grâce à c'est notre bandeau, Witkoff, un pro-russe à la manœuvre. D'un mot, Bloomberg, l'agence Bloomberg a publié en fait une conversation que Steve Witkoff, qui est l'homme lige de Trump, avec Ushakov, qui est un grand stratège qui conseille en gros Monsieur Poutine, et ce même Witkoff a expliqué à Ushakov comment on manœuvrait avec Donald Trump pour l'avoir un peu dans sa manche. Il y a une question moi qui m'a un peu étonné, j'ai regardé évidemment comme tout le monde la manière dont les événements se précipitaient hier. Est-ce que finalement Trump a fait le choix de l'Ukraine? Mais non, Trump il a fait le choix des États-Unis, il fera toujours le choix des États-Unis, d'où le point 14 de son fameux plan de paix, là aussi dicté à la fois par le Kremlin mais également en vertu de ses intérêts. 100 milliards de dollars d'actifs gelés russes seront investis dans les projets menés par les États-Unis pour reconstruire l'Ukraine. Les États-Unis recevront 50% des bénéfices. Les Européens sont sommés en plus de remettre 100 milliards au pot pour gonfler les investissements. Donc on voit bien que c'est l'odeur des milliards qui attire Trump. Dès qu'il y a possibilité d'engranger des centaines de milliards au profit des États-Unis, et Guillaume Hennette ne me contredira pas parce que c'est l'objet de votre livre, on voit bien que ça l'attire. Et comme les Européens dans cette affaire, ils ne savent pas quoi faire de ces actifs gelés. Attendez, on a le président Macron hier soir lors de la réunion de la coalition des volontaires qui s'est exprimé sur le sujet. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a une volonté furieuse. Oui, les actifs gelés russes, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc, nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Ils vont coordonner une solution. Les sous-titres et extrêmement rapidement parce que c'est très très complexe. C'est-à-dire que ces avoirs-là, à peu près 180-200 milliards, ils sont gelés dans une chambre de compensation à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on en fait? On les prend ou on les prend pas? Est-ce qu'on fragilise en fait la position européenne sur les marchés, etc., etc. De grâce, prenez une décision. Vous les prenez pas, vous en faites quelque chose. Et c'est parce qu'on ne prend pas de décision qu'évidemment, point 14 du plan de Trump, les États-Unis ont l'intention de se servir sur la bête. Moi, ça me rappelle exactement les paquets de sanctions qui n'ont servi à rien, sauf aux Européens, à se cacher, à ne pas intervenir militairement pour favoriser une victoire de l'Ukraine. Sauf que le compte à rebours est lancé pour les Européens. À la fin du mois de février, l'Europe sera obligée d'investir l'équivalent de 80 milliards d'euros par an pour l'Ukraine, si elle veut permettre à l'Ukraine de se maintenir face à l'armée russe, parce que l'Ukraine manquera de cash. Les Américains ne donneront plus d'argent, les Américains vont monnayer leur armement. Donc on va être véritablement à la croisée des chemins à ce moment-là. Donc bientôt, de grâce, prenons une décision. Non mais il faut lire l'interview il y a quelques jours dans Le Monde de la patronne d'Euroclear, qui est cette chambre de compensation, là où les avoirs russes sont gelés. Il y a un risque énorme. Les Européens ont déjà beaucoup perdu dans cette guerre. Or là, ce qui se joue, c'est leur crédibilité financière. C'est-à-dire que si ces avoirs gelés sont utilisés, le risque, c'est que l'ensemble des pays qui placent leur argent en Europe se disent que ça n'est pas sûr. Et là, on se retrouve avec une fuite de capitaux extrêmement dangereuse. Le deuxième point, c'est que cette Euroclear est située en Belgique, donc est une société de droit belge. Si ces avoirs sont prêtés à l'Ukraine, mais que la paix arrive et qu'il faut donc les rendre, que l'Ukraine ne peut pas rembourser, c'est la Belgique qui va devoir rembourser ces milliards. Et la Belgique dit, écoutez, dans ces cas-là, annoncez-moi que vous serez solidaires. Et les autres pays européens disent, oui, mais non. C'est une façon de prendre de décision, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Donald Trump se dit, mais la décision, c'est pas une façon de ne pas prendre de décision. Ils ont pour l'instant pris la décision de ne pas toucher à ces avoirs parce qu'ils estiment que ce serait trop dangereux pour les finances européennes. Mais en tout cas, on se rend c'est une décision. Compte que on parle de l'Ukraine, mais en fait, on parle business. Ben ouais. En fait, tout revient sur du business. Et c'est pour ça que Steve Witkoff, il est intéressant. Parce qu'en fait, c'est un businessman. Pour la petite histoire, on rappelle, en fait, il est né dans le Bronx, à New York, comme Donald Trump. Et en fait, il rencontre Donald Trump dans les années 80, dans une épicerie à 3h du matin, où il va pour s'acheter un snack. Et il y a quelqu'un devant lui qui n'a pas d'argent pour s'acheter son sandwich, c'est $3. Ce quelqu'un, c'est Donald Trump. Et Witkoff dit, monsieur, je vous paye le sandwich. Depuis là, ils sont devenus hyper potes. Ils font du business ensemble, dans l'immobilier, ensuite dans les crypto-monnaies. Donc les fils de Donald Trump et les fils de Witkoff sont dans la crypto-monnaie. Et c'est du business. Et Donald Trump a envoyé un businessman faire un deal
avec les Russes. Donc Witkoff a déjà vu Poutine le 6 août 2025. Il a dit « Je suis très ami avec Poutine, ça se passe bien ». Là, il va retourner la semaine prochaine. Pourquoi ? Pour faire un deal. C'est le mot qui revient tout le temps. On parle de l'Ukraine. Quand vous parlez avec les soldats qui sont à Kramatorsk ou à Sloviansk, ils ont un peu mal d'entendre parler juste d'un deal, de business. Mais Guillaume l'a très bien dit, Donald Trump, c'est du business. Guillaume, Christophe. Le business au son des canons, c'est un peu l'histoire de toutes les guerres, mais là c'est vrai qu'on entend beaucoup le bruit de l'argent par-dessus le bruit de la canonnade. Et là on voit bien l'opposition entre deux modèles. Le modèle de ceux qui essayent de respecter le droit, comme Natacha l'a décrit, on respecte les règles des avoirs gelés, parce que sinon les gens vont dire attendez, vous ne respectez pas vos propres règles, et ceux qui en face ne respectent que la force, et saisissent toutes les opportunités pour être plutôt dans le hold-up que dans le respect du droit. Et donc ces deux modèles-là, au bout d'un moment, ils sont un peu incompatibles. Très longtemps, on a pensé avoir les États-Unis du côté du respect du modèle juridique, du droit, et on se rend compte qu'avec Trump, c'est plus le cas. Oui, on va en parler justement, c'est le Allen 3. Ah, ce matin, on vous reçoit Guillaume Hennette, et non pas Guillaume Moda, pour un des livres les plus éclairants. Les plus éclairants et les plus malins sur le phénomène Trump. C'est un livre qui est construit comme un atlas politique, 160 pages où on voit Trump à l'œuvre depuis ses shows de catch devant 80 000 personnes jusqu'à sa dépendance vitale aux réseaux sociaux, en passant par ses guerres commerciales, on en parlait, son entourage hors norme, on va en parler, ses alliances et ses colères géopolitiques. C'est pas une biographie, c'est une radiographie, presque un manuel d'usage, en fait. Comment Trump pense, agit et fabrique le monde autour de lui, parce qu'il s'agit bien de ça, en réalité. Et à la fin, une question qui dérange, est-ce que c'est un clown ? Ou est-ce que c'est un homme qui a compris avant nous que le monde est redevenu un champ de force brutale, c'est-à-dire avec des empires, et qu'il faut se comporter plutôt comme un prédateur. Oui, l'idée, c'est effectivement à travers le chapitrage, il y a lui, il y a sa famille, il y a son business, et puis il y a tous les grands personnages de ce monde avec lesquels il doit travailler. Et c'est intéressant effectivement de se rendre compte que quand on le voit en ce moment en train de parler sur l'Ukraine, effectivement, on se rend compte qu'il y a un personnage comme ça qui est là et qui a toujours la même façon de penser, c'est le rapport de force. Donc en fait, on voit bien que c'est un rapport de force permanent, et donc c'est ça qu'on essaye de montrer dans il passe naturellement du catch au bureau ovale, en fait. Est-ce qu'on doit comprendre que vous voyez une continuité politique pour lui ? Totalement. C'est exactement la même chose. Oui, exactement, parce que pour lui, le catch, c'est fantastique. Alors déjà, il aime bien aller dans les combats de catch parce qu'à chaque fois, il se fait applaudir, et ça, il aime bien être applaudi. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait un tout petit peu marrer quand on entend Bloomberg qui dit que Witkoff a dit à un Russe « Je vous conseille de parler comme ça à Donald Trump ». Tout le monde sait qu'avec Donald Trump, il faut le flatter. Il faut lui dire « Tu es beau, tu es magnifique, tu es grand ». C'est le dernier qui parle qui a raison. Pardon ? Et puis c'est le dernier qui parle qui a raison. C'est presque une règle qui est Et pourquoi est-ce que la comparaison avec le catch est importante ? C'est parce que dans le catch, tout est fake. Tout est faux. Mais c'est le grand spectacle, c'est le show. Et Donald Trump, c'est ça. C'est le spectacle permanent. Ouais. Vous dites aussi, vous faites une galerie de personnages vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des complotistes, des influenceurs sulfureux, etc. Mais c'est pas un accident. C'est une partie intégrante du Trumpisme. Ah ben c'est pas du tout un accident, c'est-à-dire que dans On va le voir là. Pardon. Non, allez-y. Ah oui, dans son premier mandat, il s'est entouré de personnes où, grosso modo, le Parti républicain avait encore un peu de pouvoir, et on lui a dit, tu devrais prendre telle personne, ils savent faire, et tout ça. Donald Trump a dit, bon, ok, j'accepte. Résultat, au bout de 1 an de son premier mandat, il avait viré 34 personnes, donc le fameux « you're fired ». Et pour son deuxième mandat, il a dit, non, cette fois, j'écoute que moi, et je prends que des super fidèles. Des gens qui c'est la loyauté. Il n'y a que ça qui paye avec lui. Donc, sauf Elon Musk. Sauf que Elon Musk était de retour à la Maison-Blanche pour le dîner avec l'Arabie Saoudite la semaine dernière. Vrai, donc, on le revoit. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est en train de revenir, mais en même temps, la il bromance. a perdu son titre de First Buddy des États-Unis, le premier pote des États-Unis. Il y avait la première épouse des États-Unis, maintenant il y avait le premier pote. Bon, il a inventé son fameux Dodge, le département de l'efficacité gouvernementale. Assez inefficace, là d'ailleurs. De rendre aux Américains, aux contribuables américains, près de 200 milliards de dollars. Juste dès le départ, le Dodge avait une durée de vie limitée. Donc déjà, c'était prévu que ça se termine. Cette semaine, on a appris qu'en catimini, sous les radars, le Dodge avait mis la clé sous la porte. Non, il dit que c'était normal. Il avait une durée de vie limitée, sauf qu'avant que n'expire cette durée de vie limitée, le Dodge a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout été efficace. Vous vous souvenez d'Elon Musk ? Avec cette tronçonneuse qui lui avait été offerte par Javier Milei, il était censé couper dans les dépenses budgétaires.
en réalité aucune efficacité. Sauf que, évidemment, si on pose la question à Donald Trump, il va dire ça a été hyper efficace. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau donner des chiffres ou des infos à Donald Trump, il va dire non, fake news, et puis ça a très bien marché. Natacha, le temps où le Doge a existé, ils ont commencé à mettre en place surtout des intelligences artificielles pour contrôler l'ensemble de l'administration. Et ça, en revanche, ça va impliquer des effets qu'on ne voit pas encore. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir par rapport à l'intelligence artificielle, juste comme ça, une phrase qu'Elon Musk a prononcée la semaine dernière. Donc c'était à Washington, un forum avec des investisseurs saoudiens. Et il a dit cette phrase, je trouve qu'elle est elle est passée un peu inaperçue. Il a dit dans 10-20 ans, le travail sera optionnel. Avec l'intelligence artificielle et les robots, le travail sera optionnel. Voilà, je dis ça, peut-être qu'on a 10-20 ans encore de... Non, parce que nous, on est très concentrés sur les retraites. Alors, nous, c'est les retraites. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, il n'a rien dit sur les retraites. Non. Ça reprend les théories qui avaient été mises en place dans les années 90, notamment c'était porté par Brzezinski, ça s'appelait le 80-20. C'est-à-dire l'idée qu'avec le numérique, il y aurait 80% des gens qui seraient inutiles, il faudrait juste 20% des gens pour faire le travail, et donc les autres, il fallait les occuper par un mélange de consommation et de divertissement, et Brzezinski avait appelé ça le tititainment, de tits les nichons, et donc l'entertainment comme du lait, le lait de la mère qu'on vient de téter. Et ça, nous sommes exactement là-dedans. On est dedans, donc comme quoi il faut se méfier parce que ça peut avoir des répercussions. Ouais. Mais derrière la question qui se pose sur le personnage de Trump, c'est que, en effet, il est le produit, justement, de cette société, du divertissement, de l'image, des réseaux sociaux, de la brutalité. Il est totalement erratique dans ses décisions. Et en même temps, il y a toujours une ligne de conduite qui est l'argent, son enrichissement personnel, celui de sa famille et celui des États-Unis. Et en fait, il y a une logique. Et il me semble qu'à force de se concentrer de ce côté-ci de l'Atlantique sur les côtés détestables, on oublie la question de fond, qui est la position des États-Unis et la position que nous devons avoir, Européens, face aux États-Unis. Mais d'ailleurs, c'est une mauvaise séquence pour Trump en ce moment, d'un point de vue national. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, Ukraine, Gaza, Venezuela et tout ça, et ça ne paye pas du tout politiquement pour lui aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'élections qui ont été très défavorables au Parti républicain, et donc l'inflation continue à augmenter. Bref, on sent aussi qu'il a envie de torcher le dossier ukrainien, genre un accord, quel que soit l'accord, je m'en fous de l'accord, il faut un accord pour que je puisse me reconcentrer. Et puis un trophée à la fin de l'histoire, le prix Nobel de la paix, quoi. Ah moi j'ai deux questions là, parce que votre livre pose une question un peu taboue, je trouve, dans un monde de Poutine, de Xi, de MBS. Est-ce que Trump n'a pas simplement compris, et ça je l'adresse à Christophe, que les codes de la démocratie, de la diplomatie classique étaient morts? Le monde de 1945 est mort. Ouais. Le droit international sur lequel on a fonctionné avec des us et coutumes, c'est terminé. On est face à un retour de la force et de la brutalité, en effet, dans ce monde qui ne respecte les règles que quand les règles les arrangent. Et donc on voit bien que Trump, de ce côté-là, est à l'unisson de ceux qui nous menacent, par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes, par rapport à d'autres. Il se met en effet à l'unisson. Quand on voit la manière dont le livre que vous citiez du Giuliano d'Ampoli, lors des Prédateurs, Mohamed Ben Salman assure son pouvoir sur sa famille, en quelque sorte, en les séquestrant, en les extorquant, en les mettant dans une prison dorée, mais où on torture vraiment. Exactement, c'est les Borgia. Eh bien, on voit qu'on est revenu complètement à ce rapport de force, et Trump l'a compris, il incarne cela. C'est nous qui sommes obsolètes. Simplement, il ne faut pas abjurer notre tradition démocratique et notre attachement à l'humanisme et au droit, parce que la période est aux orages de colère. Pour rebondir pour ce que dit Christophe, à vous lire, il n'y a pas un Trump, mais un système Trump, en fait. Est-ce que c'est ça la thèse du livre? Il n'est pas une anomalie, mais finalement un avant-goût du monde qui vient. On est peut-être qu'à l'heure de l'apéro, là. C'est-à-dire que... Mais quand on voit que derrière... Donald Junior se dit pourquoi pas 2028, ou alors J.D. Vance, avec qui ils sont très potes avec les enfants de Donald Trump, se disent voilà, on va continuer ce qu'on a mis en place, quoi. Donc le Trumpisme en fait a été lancé par Donald, mais après il y en a plein derrière. Oui, mais je vous conseille de lire un livre absolument fondamental qui s'appelle L'Empire souterrain, par deux universitaires américains, Farrell et Newman, qui décrit comment les États-Unis, à partir du 11 septembre, ont petit à petit utilisé les réseaux de communication et les réseaux de financement mondial pour essayer de créer des goulots d'étranglement et de contrôler l'ensemble de la mécanique mondiale. Et ça montre une chose, c'est que Donald Trump est le produit de l'époque, mais qu'en fait sa politique est le prolongement absolu de ce que faisaient les États-Unis avant. C'est-à-dire que... De manière moins discrète. Vous parlez de l'ère des prédateurs, mais l'ère des prédateurs, elle n'a pas attendu Trump. Le problème, c'est que nous, Européens, on était là en train de trouver que Obama était sympa.
Mais elle Non, mais se ce voit, qu'il installe, et ce que montre très bien, je sur la trouve, forme, Guillaume. c'est quand même très différent. Ah ben, Sur la forme, justement, on a- oui. les non, mais- autres sont bien élevés. Voilà, Lui c'est ne l'est non, pas. mais sur la forme, on a toujours eu des présidents américains qui, au moins, faisaient l'effort de dire qu'ils allaient faire campagne pour tous les Américains. Donald Trump, il a Et terminé c'est ce que ça. montre Ça très l'a bien dit. votre, Et voilà. votre ouvrage, Guillaume Hennette. C'est-à-dire qu'en fait, bon, alors c'est d'abord extrêmement attrayant. Peut-être que pour parler de Trump, il faut le lire de manière extrêmement attrayante avec des graphiques et des images dans tous les sens, parce qu'il est un peu popcorn. De toute façon, Trump, on ne va pas se cacher, on ne va pas se boucher le nez, comme paraît-il, je le dis assez souvent. Mais ce que montre un peu votre ouvrage, c'est qu'il y a quand même cette confusion entre le privé et le public, et lui, il y va tout droit. Tout droit. Ouais. Par exemple, le prochain sommet du G20 aux États-Unis, il a décidé de le faire dans un de ses golfs à Miami. Donc voilà, incroyable. conflit d'intérêt, pas Ici, conflit d'intérêt. bah, Voilà, il y aura conflit tous d'intérêt les, total. tous les Comme ça chefs qu'il qui a vont fait aller plier dormir dans l'Europe les sur les suites du droits de Trump vote. International Hotel à Miami. Dernière question pour vous trois. Est-ce qu'il ne faut pas admettre quelque chose de terrible au fond, c'est que Trump n'abîme pas la démocratie américaine, il révèle simplement ce qu'elle est devenue. Non, je crois qu'il l'abîme quand même. Ah bon. Pas parce qu'il n'a pas été élu dans les règles, mais parce que sa manière de s'adresser à la justice, sa manière d'entretenir le dialogue avec les médias, le contre-pouvoir des médias, ce ne sont pas des méthodes respectables. Moi, je pense qu'il attaque la démocratie en tant que telle, et c'est d'ailleurs les idéologues qui l'entourent sont sur ce mode de pensée. Peter Thiel, par exemple, qui estime aujourd'hui que la démocratie nuit à quoi ? À la liberté de s'enrichir, à la liberté d'entreprendre, notamment dans la technologie. Merci. Oui, Oui, vous vouliez... Non, je voulais Une juste petite phrase de ajouter fin. qu'il faut regarder ce qu'ils font sur les crypto-monnaies également, parce que ça montre en effet exactement ce que vient de dire Guillaume Audas, c'est-à-dire que ce mélange des genres est en train de corrompre totalement la démocratie.